Accueillir notre intervenant et c'est dans ce cadre donc que je vais placer les petits mots que je vais vous dire. Donc monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, la fin de l'année pointant son nez, nous voici donc réunis ce matin pour notre dernier petit déjeuner de 2016. Alors il y a plusieurs mois, vous vous en souvenez sans doute, nous avions reçu monsieur Henri de Castres à quelques jours d'une décision historique lourde de conséquences qui a été prise par le peuple anglais et qui nous avait fait part donc, de sa vision de l'Europe et plus particulièrement de sa perception et sa conception de la zone euro. Alors c'est avec un grand plaisir que nous avons l'honneur d'accueillir ce matin le professeur Philippe Chalmin qui dans un instant interviendra pour nous décrire l'incertitude qui enveloppe actuellement les marchés des matières premières. Il en profitera sûrement pour nous donner également quelques jalons concernant l'évolution des prix de certaines d'entre elles, et je suis sûr que ça vous intéressera particulièrement. Mais avant de lui laisser le pupitre, laissez-moi revenir brièvement sur quelques grands événements qui ont bousculé récemment le monde. Alors, comme évoqué à l'instant, le 23 juin, en Grande-Bretagne, 52% des votants, un peu plus de 17 millions, contre toute attente, ont décidé de mettre un terme à 43 ans de vie commune avec les 27 autres partenaires au sein de l'Union européenne. Ce divorce, cette rupture que bien peu d'analystes politiques avaient anticipé, a claqué comme un coup de tonnerre extraordinaire dans le ciel morose de l'Europe. Mais le peuple est souverain, il y aura donc Brexit, un Brexit dur, puisque parmi les 4 libertés fondamentales, vous le savez, qui prévalent au sein de l'Union, la Grande-Bretagne rejette la libre circulation des personnes. Alors parmi les conséquences positives, me semble-t-il, quand même pour la zone euro, de cette décision, j'en perçois une, à savoir la récupération par la zone euro et ses 19 membres de la supervision et du contrôle de sa devise. N'oublions pas en effet qu'actuellement, près de 50% des transactions libellées en euros se traitent actuellement à la City. Et puis le 8 novembre dernier, les instituts de sondage américains nous ont montré encore une fois qu'ils n'étaient pas meilleurs que leurs homologues anglais. En effet, quel choc lorsque le 9 novembre, nous nous sommes réveillés en apprenant la victoire d'un milliardaire doté d'un prénom rappelant le petit canard de Walt Disney et affublé d'une moumoute dont le coût total a approché le $1 million. Mais voilà, les États-Unis sont une démocratie où non seulement tous les billets verts nous rappellent que Dieu est présent partout et surtout dans les affaires, mais qu'un candidat peut être élu président de l'Union avec beaucoup moins de voix que son adversaire. Espérons donc pour le bien de la planète que le pragmatisme l'emportera et que nous ne serons pas confrontés à une vague de dérégulation à tout crin, source d'excès et de déséquilibre graves. Alors puis après les Anglais, ce fut le week-end dernier au tour des électeurs italiens de fragiliser un peu plus la construction européenne. M. Matteo Renzi, vous le savez, dans son pari référendaire, voulait mettre un terme au bicamérisme égalitaire. Mais ces propositions ont été rejetées par plus de 60% des électeurs. Suite donc à la démission de M. Matteo Renzi que va faire le parti 5 étoiles, non pas eurosceptique, mais carrément europhobe, conduit par Beppe Grillo et qui est sorti grand vainqueur de ce scrutin. Alors, à l'opposé de ce populisme que l'on voit apparaître dans de nombreux pays, dimanche dernier en Autriche, c'est finalement l'écologiste M. Alexander Van der Bellen qui a été élu président au 3e tour, si je puis dire, avec un écart de plus de 6% sur son adversaire, M. Norbert Hofer, représentant du parti néo-nazi FPO. Alors quant à la France, l'élection présidentielle d'avril 2017 se prépare activement, comme vous le savez. Un ex-président est brutalement remercié, un ex-premier ministre resté longtemps en tête des sondages à son tour renvoyé dans sa ville d'adoption, et un président sortant, fort des résultats enregistrés durant son quinquennat, qui décide de ne pas être candidat aux primaires. Il ne reste plus que donc à espérer l'arrivée à la présidence de notre pays d'un vrai réformateur pour enfin que des réformes de fond dont le pays a grandement besoin soient mises en œuvre. Est-il donc acceptable que le taux de chômage de la France soit avec près de 11% parmi les plus élevés des pays dits développés? Du coup, tout ceci nous a fait perdre de vue qu'un autre Français s'est aussi fait satelliser le 17 novembre dernier, que pour la première fois, un poète-chanteur, M. Tambourine Man, a été couronné par l'Académie des Nobel et que Super Dupont et Pervers Pépère sont désormais orphelins. Alors, et la FTE dans tout ce maelstrom? Alors, soulignons l'immense succès rencontré les 15 et 16 novembre dernier par les journées de la FTE. Durant 2 jours, en effet, plus de 1200 personnes se sont pressées dans les allées du Palais Brognard. Encore merci à Jacques Molgaud, directeur du financement et de la trésorerie du groupe Air Liquide,
et à l'équipe qui l'a piloté pour obtenir ce remarquable résultat. Les 40 ans de la FTE ont été célébrés de fort belle manière, d'abord par la projection d'un petit film fort bien fait d'une part, et je vous invite à le voir si vous l'avez déjà fait, et l'intervention du gouverneur de la Banque de France d'autre part. De même, le dîner-débat, organisé comme chaque année par la délégation régionale Nord-de-France il y a une semaine, à Lille a rencontré un très vif succès. Plus de 120 personnes sont venues écouter M. Stéphane Boujna, président du directoire de Euronext, qui est donc intervenu sur le thème « La bourse au service du financement de l'économie ». Et puis, je le rappelle, la FTE, pour mettre un terme à de nombreuses réticences exprimées par les banques, a cru utile et nécessaire de publier une nouvelle prise de position relative au taux négatif, même si, en termes de phasing, ce n'était pas forcément le meilleur moment. Cette annonce officielle exige le respect pur et simple de la symétrie des formes en pointant le fait qu'il n'y a aucune raison pour que les index du type EONIA ou Euribor, utilisés dans les contrats de prêt, soient entre guillemets florés à zéro. En effet, les banques ne peuvent pas appliquer des taux négatifs sur les dépôts et par ailleurs refuser de prendre en compte cet état de fait s'agissant des crédits accordés aux PME ou ETI. Alors concernant les forces vives, et je vais être très bref sur ces les points suivants. D'une part, région Rhône-Alpes, donc il y a Mme Armelle Derieux, qui est directrice crédit client et trésorerie de ADECO France, qui devient déléguée adjointe auprès du président ou de la présidente, Mme Corinne Pouillet. Côté commission juridique, c'est Mme Sophie Bosquet, qui est Finance and Securities Law Director chez Danone et qui est nommée vice-présidente de cette commission, en remplacement de M. Bruno Fisch-Mouras, qui est directeur de droit financier chez Orange et qui remplace lui-même Alexandre Akavi, que j'ai bien connu et qui travaille désormais au sein d'une grande banque, Société Générale. Enfin, s'agissant de la commission notation, c'est M. Olivier Claric, qui est vice-président financement trésorerie chez Sanofi, qui vient donc renforcer le binôme qu'il va constituer avec Daniel Biernet, qui est directeur financier adjoint chez Saint-Gobain et qui jusque-là assurait la vice-présidence de cette commission et qui en devient président avec à ses côtés donc M. Olivier Claric. Venons-en, si vous le voulez bien, à notre intervenant de ce matin. Alors, M. Chalmin, vous êtes né le 22 octobre 1951. Alors, il se trouve que dans le calendrier républicain, le 22 octobre était le jour de la pomme, ce qui, vous l'avouerez, pour un spécialiste des marchés de matières premières, en l'occurrence, ne manque pas de sel. Vous êtes, comme d'autres ici, diplômé de l'école des hautes études commerciales et vous avez fait donc l'option économie agricole. Nous allons y revenir. Diplôme que vous compléterez d'une agrégation en histoire et vous êtes également docteur d'État ès-lettres et sciences humaines de Paris, Sorbonne. À partir de 1974, vous entamerez une carrière professorale prestigieuse à HEC, au CNAM et à Paris-Dauphine. Alors en parallèle, j'ai relevé que vous avez été conseiller du commerce extérieur de la France en 1993, membre du Conseil de prospective européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimentation en 2003, consultant auprès de la Banque mondiale et en 2006, vous avez également été membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, M. De Villepin. J'aurais pu rajouter que vous êtes également chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et de l'Ordre du mérite agricole, sauf erreur de ma part. Mais finalement, le plus important, me semble-t-il, n'est pas là. Car votre grande œuvre est et demeure le rapport Cyclope avec un O majuscule, dont depuis 30 ans vous êtes la cheville ouvrière. Il s'agit d'une immense étude sur l'évolution des matières premières dans le monde. Pétrole, ananas, zirconium, marché de l'art, terres rares, et même amandes, puisque vous dites qu'il s'agit là d'une denrée que vous qualifiez de très amusante. Et même le miel, qui, je crois, a fait son entrée dans la dernière édition. Donc, c'est pour dire que c'est excessivement vaste. Alors, il s'agit c'est un ensemble de travaux menés sous votre houlette par plus de 60 experts. Et chaque année, donc, l'ensemble de ces travaux est consigné dans un ouvrage de plus de 800 pages, qui est donc publié au printemps. Alors, je ne peux que m'interroger, puisque je dis quel drôle de nom que Cyclope pour une synthèse qui veut présenter un vaste panorama du monde des matières premières. Mais vous ne détestez pas, si j'ose dire, le clin d'œil malicieux, puisque depuis plus de 15 ans, vous êtes également fondateur et animateur surtout d'un des principaux clubs d'économistes français, le club Ulysse. Alors, mais pourquoi nourrir cette passion pour les matières premières? Vous dites, la vie est faite de hasard et d'un tout petit peu d'atavisme.
Enfant, en effet, vous accompagnez votre père, courtier à Bordeaux, lors de ses tournées d'agréage des cargos qui remontaient de la côte africaine. Alors à HEC, vous rédigerez un mémoire sur le sucre. L'un de vos premiers articles, je crois, sera publié dans un journal intitulé « Le betteravier français ». Et quelques années plus tard, votre thèse d'histoire portera sur l'émergence d'une firme multinationale au sein de l'économie sucrière mondiale, à savoir Tet & Lyle. Peu à peu, vous allez faire de ce monde des matières premières, qui va donc du cacao au manganèse en passant par le pétrole et le fret maritime, votre spécialité, votre fonds de commerce, et en devenir un expert international incontournable. Vous rajoutez « J'aurais pu aussi bien faire l'ENA et entrer en politique, et j'ai d'ailleurs été assez longtemps le spécialiste agricole du Centre des démocrates sociaux. » Mais vous ne vouliez pas empiéter sur le temps, votre temps, matière première à la gestion fort délicate. Vous souhaitiez en épargner un peu afin de vous consacrer à votre famille et à une vie associative relativement intense. Vous dites, avec mon épouse, nous avons repris une troupe scout, et de rajouter très pragmatiquement, encore fallait-il entretenir la flamme de l'intérêt aux fluctuations des cours de l'acier, du brut, de la potasse ou du plomb. Les mouvements des prix de matières premières sont la partie émergée de la géopolitique du monde, et il y a tant d'histoires à raconter, dites-vous. Mais cependant, vous n'hésitez pas à parler de la malédiction des matières premières. En effet, vous dites, elles n'ont jamais apporté le bonheur au peuple. Quand un prix monte, c'est qu'il y a quelque part une révolution ou une catastrophe. Et que dire de la spéculation? Vous dites, l'histoire est émaillée de bulles. Vous rappelez qu'au début des années 70, le cours du sucre s'était envolé, et on se souvient effectivement, à cet égard, de l'excellent film de Jacques Rouffio, Le sucre, avec Depardieu et Carmé, dont l'intrigue se déroule dans ce contexte spéculatif. Pour vous, la spéculation a un rôle, certes, mais vous estimez que c'est l'écume de la vague. À travers tout ce que j'ai pu lire vous concernant, M. Chalmin, ce que j'ai retenu, c'est que vous êtes un homme de tempérament et de conviction. De votre paroisse au Bernardin, en passant par des œuvres plus caritatives, vous n'avez jamais caché votre engagement chrétien, mais vous avez toujours voulu cultiver votre singularité, votre différence, mais aussi vos compétences pour être un citoyen utile. De votre point de vue, libéralisme et chrétienté sont miscibles. Vous dites, les catholiques balancent depuis très longtemps entre d'un côté une vision communiste de base, tout homme est mon frère, et de l'autre côté, le versant « mon royaume n'est pas de ce monde », qui peut pousser au désintérêt des choses concrètes, et de rajouter « j'essaie pour ma part de développer une vision optimiste de l'avenir du monde. Les portes de sortie à nos difficultés sont souvent là où on ne les imagine pas, donc du côté du progrès technique. » À la condition d'y ajouter la dose indispensable de spiritualité, l'espérance est essentielle. C'est ce message que vous avez voulu adresser, je crois, à votre petit-fils Jules, dans l'ouvrage que vous avez publié en 2010 et intitulé « Le siècle de Jules, le XXIe siècle raconté à mon fils ». Alors, côté enseignement, vous affirmez que la reprise de la direction du Master 212 Affaires internationales à Paris-Dauphine est l'une des plus belles expériences qui vous soit arrivée. Il s'agit en effet d'une formation spécialisée qui a reçu un hommage appuyé, je crois, de Pascal Lamy, que nous avions reçu donc, lors d'un de nos récents petits déjeuners, ex-directeur général de l'OMC. Grâce à ce master, vous formez chaque année plus de 40 étudiants, dont 10, je crois, d'origine étrangère. Le master fonctionne de façon très structurée, comme une petite entreprise, affirmez-vous. Cela prouve que l'on peut faire aussi bien et sans moyens à l'université qu'au sein d'une grande école, et ce dans un milieu administratif hostile. Alors ce matin, M. Chalmin, vous avez souhaité intervenir sur le thème « Après le choc, les matières premières et les commodities dans l'incertitude ». Alors quand vous parlez de choc, je suppose que vous faites allusion au ralentissement sensible que connaît l'économie chinoise, entre autres, depuis plus de 18 mois. Mais par ailleurs, il est difficile, me semble-t-il, de traiter des matières premières globalement, car deux au moins sortent du lot en raison de leur forte teneur politique, le pétrole d'une part et l'or d'autre part. À ce titre, quelle est votre analyse de la décision prise par les 14 pays qui composent l'OPEP de baisser la production globale de ce groupe de plus de 1 million de barils par jour, 1,2 million exactement, à partir du 1er janvier prochain? Pensez-vous que cette décision puisse résister à l'épreuve des faits? Quelle réaction de la Russie anticipez-vous? Comment est-ce que la production du pétrole et gaz de schiste peut évoluer, entre autres aux États-Unis, puisque vous le savez, Donald Trump donc, a largement promu la dérégulation en ce domaine, et je serais tenté de dire, et l'or dans tout ça? Alors en 2014, le rapport Cyclope était sous-titré « Pour qui sonne le glas ?» Le sous-titre du rapport, publié en 2015, lui fleurait bon la Madeleine, puisqu'il était intitulé « À la recherche des sommets perdus ».
En 2016, le sous-titre retenu rappelait un célèbre roman écrit par Steinbeck, Des ressources et des hommes. Le philosophe Jean Bodin, en 1576, a écrit « Il n'y a de richesse que d'hommes ». C'est sans aucun doute cette matière première-là la plus essentielle et la plus précieuse. Donc dans 2 semaines, vous le savez, nous fêterons Noël. Donc aussi, permettez-moi de souhaiter à vous tous ainsi qu'à vos proches donc de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un splendide réveillon, et je vous dis donc à l'année prochaine. Il me reste quand même à préciser que M. Chalmin a publié il y a très peu de temps un ouvrage intitulé « Mon journal du monde 2012-2016 ». Je pense qu'il va nous en dire un mot. Je crois qu'il y a une suite qui est en train d'être élaborée et qui sera publiée au mois de mars, essentiellement consacrée à la France. Mais je ne vais pas en dire plus. Je vais donc laisser la parole à M. Chalmin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Président. Je ne suis pas habitué à tant de louanges et de lauriers. Néanmoins, pour ceux que cela peut amuser, je leur signale que dans ce modeste bouquin qu'ils trouveront à la sortie, et qui ferait un très joli cadeau de Noël, je le signale, donc Mon journal du monde, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est la synthèse un petit peu du blog que je tiens, que vous pouvez aller voir presque au quotidien en clapotant Philippe.Chalmin, je ne sais quoi. Et à ce moment, j'en écris 3 ou 4 textes par semaine. Et j'ai eu l'idée cet été de reprendre 5 ans de ce blog et d'essayer d'en faire un tout à peu près cohérent en reclassant les différents textes. Et finalement, alors ça m'a rassuré, parce que ça m'a montré que je n'étais pas trop une girouette, qu'il y avait quand même quelques idées profondes qui maillaient l'analyse de ces 5 années. Vous parliez, cher Président, du Brexit. J'ai été toujours un farouche partisan du Brexit, même si jusqu'au bout, comme la plupart d'entre vous, je n'ai pas pensé qu'il serait aussi assez bête pour se tirer une balle dans le pied. Et je me souviens, j'étais sur BFM le jeudi soir. Si vous vous souvenez, le jeudi soir, vers 11h, on n'avait toujours pas les résultats. Et puis on avait Nigel Farage qui avait dit « Bon, ben, c'est foutu, etc. » Et je me souviens, ma dernière parole ce soir-là sur BFM avait dit « Bah, dites donc, le Bremen l'emporte. Qu'est-ce que ça va être que de négocier avec les Anglais les termes de l'accord de février dernier ?» Souvenez-vous du Munich que l'on avait quasiment consenti à l'horrible monsieur Cameron. Puis le lendemain matin, mon épouse me réveille en me disant « ils sont quand même sortis ». Bon, donc, mais j'avais toujours pensé que c'était là. Je ne sais pas ce qu'Henri en a pu vous en dire quand vous l'avez reçu, mais j'ai toujours pensé que c'était une chance et une opportunité, tant les Britanniques ont été non seulement un fardeau, mais surtout la mauvaise raison que l'on pouvait avancer pour que l'Europe ne cesse de reculer, puisque l'on disait « Ah ben non, mais on n'a pas pu aller plus loin parce que vous comprenez, il y avait les Britanniques. » Donc ils étaient notre mauvaise conscience quelque part. Alors maintenant, si l'Europe n'avance pas suffisamment, on ne pourra plus en incriminer les Britanniques. Je me suis rué d'ailleurs aussi sur, quand M. Trump a été élu, là aussi, j'avais eu même, alors du coup, immédiatement, j'ai regardé, bon Dieu, qu'est-ce que j'avais pu écrire là-dessus? Et j'étais pas mécontent, car je disais, et maintenant, nous sommes le 8 juin 2016, logiquement, la voie est largement ouverte pour Hillary Clinton, mais pas à la manière d'un second tour Chirac-Le Pen à la française. Trump est un caméléon, et Hillary s'est révélée bien médiocre, les jeux restent ouverts. Bon, voilà comment un économiste doit bien entendu maintenir, comme un trésorier, je l'imagine, doit maintenir un parapluie. Et c'est d'autant plus utile que une partie de mon métier, c'est d'analyser les marchés. Alors, dans une fonction d'historien, et l'historien, c'est très agréable, car il essaie d'interpréter, de vous expliquer ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé, donc on ne peut pas revenir là-dessus. Je vais vous montrer un certain nombre de courbes. Celles-ci, elles sont indiscutables. Le risque ensuite, c'est d'essayer de porter des pronostics, d'anticiper. Et comme vous le savez, c'est là où le droit à l'erreur vaut d'être réclamé. Alors, bon, j'en arrête là.
et je vais vous parler de ce qui fait effectivement un petit peu mon cœur de métier, qui est l'évolution des marchés de matières premières. Et si je regarde dans le rétroviseur, et à mon âge maintenant, c'est un rétroviseur de plus en plus profond, c'est vrai que le hasard de la vie a fait que je suis tombé dans une marmite un peu agricole au départ et ensuite très matière première. Et si j'ai pu maintenir pendant maintenant près de 40 ans cet intérêt sur ces marchés, c'est bien parce que, quelque part, ils sont la partie émergée de toutes les tensions géopolitiques, géoéconomiques de la planète. Lorsque, quelque part, un prix bouge, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une révolution, c'est qu'il y a un coup d'État, une guerre civile, c'est qu'il y a un tremblement de terre, une sécheresse, c'est que, bien souvent, il y a non pas le rêve hégélien de la fin de l'histoire, mais au contraire une histoire qui est en train de se bâtir, et c'est cela que nous essayons de comprendre. Alors, en suivant, bien entendu, les grands marchés, ce matin, on va parler du pétrole, on ne va pas trop parler d'or, parce que l'or, la relique barbare, je sais bien que vous, ça vous intéresse peut-être un peu plus, moi, ça m'a jamais vraiment excité, d'autant plus que c'est un truc hybride, encore plus irrationnel que les autres, et dont la dimension géopolitique est peut-être encore plus grande. Donc, je vous parlerai moins d'or, mais regardez simplement votre petit déjeuner. Savez-vous que le prix du jus d'orange, que vous pouvez en consommer, la FTE est généreuse, elle vous l'offre, le prix du jus d'orange a monté de 60% ces derniers mois du fait d'une part de la pression immobilière en Floride. Il est plus rentable de construire des maisons pour les retraités américains qui vont profiter du soleil de Floride que d'avoir des plantations d'orangers qui en plus sont touchés par une sale maladie. Toujours est-il, le prix du jus d'orange a flambé. Votre café s'est assez bien porté, quoique nous ayons quelques problèmes sur les productions de Robusta au Brésil. Enfin, mangez du pain et pensez à tous ces agriculteurs qui, cette année, notamment en France, sont touchés par de très mauvais rendements et en plus par une baisse des prix. Jamais le monde n'a produit autant de céréales. Et puis, comme vous allez prendre aujourd'hui des transports en commun, car vous êtes des citoyens tout à fait responsables, donc vous n'utiliserez pas, vous n'irez pas à la pompe, mais dans ce pétrole que vous achetez, il y aura certes des impôts, certes du dollar aussi, mais il y aura aussi ce liquide relativement innommable, mais qui reste quand même la matière première aujourd'hui la plus stratégique. Donc, dans notre vie quotidienne, même si nous ne le savons pas, nous ne sommes pas toujours conscients, eh bien nous sommes environnés de ces marchés, les petits. Et les petits peuvent être parfois importants. Le clou de girofle est essentiel pour l'économie de Zanzibar, mais aussi de Madagascar. Et les amandes, la flambée du prix des amandes dont vous parliez, cher président, eh bien c'est le signe extérieur d'un problème majeur qui est la gestion de l'eau et la sécheresse en Californie. Et là, nous touchons véritablement peut-être le sujet politique le plus grave de l'économie californienne, qui reste quand même, qui est à peu près aussi importante, je crois, que l'économie. Non, il serait 7e si la Californie était indépendante. Et vous savez qu'il y a eu, au lendemain des élections de M. Trump, un mouvement pour l'indépendance éventuelle de la Californie. Je m'en arrête là et j'en viens à mon sujet, après le choc. Alors, ce n'était pas le choc dont nous parlions. Ce que vous voyez là, alors je suis désolé pour ceux qui sont tout au fond, mais les services de la FTE pourront vous transmettre mes slides. Je ne vais pas en abuser, ne vous inquiétez point, mais il me paraissait important de vous montrer un peu un panorama général des marchés. Ce que vous voyez là, c'est l'indicateur que Cyclope et COE Rexecode calculent au quotidien sur les prix des matières premières. C'est donc un panier de toutes les grandes matières premières de la planète, pondéré en fonction de la valeur des échanges mondiaux. La courbe rouge,
c'est la courbe de l'indicateur global, et puis la courbe bleue, c'est la courbe du même indicateur, enfin c'est le même indicateur auquel on a enlevé le pétrole et les métaux précieux, parce qu'en soi, le pétrole pèse quand même très très lourd. Alors ça, vous ne pouvez pas le lire, mais c'est en coordonnées semi-logarithmiques. Et le choc dont je parle, c'est le choc que les marchés mondiaux ont connu entre, grossièrement, 2006 et 2014. Entre le minimum historique, jamais les prix des matières premières n'avaient été aussi bas, que ce soit en valeur réelle ou en valeur courante, à la fin du XXe siècle. Entre le point bas de la fin du XXe siècle et encore marqué par la récession de 2001 et le point haut atteint en juillet 2008, puis encore au moment des vacances d'hiver du Nouvel An chinois en 2011, les prix mondiaux en valeur courante ont été multipliés par 6. Sachant qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'inflation, ça reste quand même extrêmement important. C'est un choc un peu identique à celui que le monde avait connu au début des années 70. Et vous verrez qu'il y a là une certaine notion de cycle. Ce choc est particulièrement marqué, bien entendu, sur l'énergie, mais il est aussi sensible pour les minerais et métaux, pour l'agriculture, etc. Et puis, à partir de 2014, la page se tourne et nous rentrons dans une autre période marquée par une rechute des prix. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 2000, des niveaux que l'on avait connus en 2005-2006 à peu près. On peut estimer que les marchés ont atteint une sorte de point bas aux alentours de janvier-février 2016. Depuis, il y a eu un léger rebond, mais rebond qu'il ne faut pas non plus totalement exagérer. Alors, je vais peut-être, avant que de rentrer un petit peu dans la mécanique, vous montrer quelques courbes, pas trop, et en plus j'aurais pitié de ceux qui sont au fond de la salle, mais simplement pour vous montrer un petit peu la diversité finalement des marchés que nous couvrons ainsi. Et puis, il faut le reconnaître, des parcours souvent qui se ressemblent un petit peu. Alors, je n'ai pas pu résister, et ça vous permet quand même, là je vous ai mis le prix du pétrole, le prix du Brent, et je vous l'ai mis sur très longue période. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés lorsque, en 1972-73, le prix du pétrole était un prix déterminé par un cartel de compagnies pétrolières. C'était l'héritage du pacte d'Acknary qui avait été signé dans la propriété écossaise de Dederding entre la Standard Oil, la Royal Dutch et BP. Et grossièrement, sur toute la période des 30 Glorieuses, le baril de pétrole était resté stable entre 3 et 4 dollars le baril. Et puis, vous avez donc le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, en 85, le contre-choc pétrolier, et puis, là, je vous dirais, une vingtaine d'années où le pétrole se balade entre 15 et 20 dollars le baril, où à la fin du XXe siècle, où il va même pendant quelque temps valoir moins de 10 dollars le baril, et puis la période que nous avons connue de manière plus récente, les 147 dollars le baril atteints au mois de juillet 2008, la quasi-stabilité du marché, j'y reviendrai, aux alentours de 100-110 dollars le baril, nous sommes entre 2012 et 2014, et un nouveau contre-choc pétrolier, appelons un chat, à partir de juillet 2014, orchestré là encore par l'Arabie Saoudite. Nous tombons à moins de 30 dollars le baril à la fin de l'année, et depuis, nous avons eu un léger rebond. Je reviendrai et je répondrai à votre question sur l'accord du 30 novembre 2016 des pays de l'OPEP à Vienne. Bon, ça, c'était donc le pétrole. Là, vous l'avez en
les cours en quotidien. La courbe précédente, c'était les moyennes mensuelles. Là, vous l'avez en quotidien et vous retrouvez cette extrême instabilité avec à chaque fois les doutes, les espérances, est-ce que l'OPEP va s'entendre, etc. Je reviendrai là-dessus. Vous voyez, mes deux courbes se ressemblent un petit peu. Ça, c'est le pétrole. Ça, c'est l'indicateur des 6 métaux cotés au London Metal Exchange. Ce sont les 6 grands métaux non ferreux. Je vous signale d'ailleurs, et c'est une petite histoire qui n'en est pas une, parce que c'est aussi un peu une partie de la grande histoire. Le LME aujourd'hui appartient au Hong Kong Stock Exchange, lequel appartient lui-même à une banque publique chinoise. Nos marchés, qui jusque-là étaient des marchés atlantiques, dans lesquels on regardait Londres, on regardait New York, Paris éventuellement, même si depuis le sucre, la cause des marchés à terme avait quelque peu souffert en France, vous en conviendrez, eh bien, aujourd'hui, ce que nous regardons, c'est Shanghai, c'est Dalian, c'est Zhengzhou, éventuellement Singapour. Donc, vous voyez là l'évolution des prix des 6 principaux métaux non ferreux, l'aluminium, le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel et l'étain, avec ce décrochage à peu près identique à partir du début de 2014, le point bas du début de l'année, et une remontée. Alors une remontée avec, il faut le constater, un rallye assez extraordinaire dans le courant du mois de novembre, au point qu'on l'a appelé, de manière un peu excessive, le Trump Rally. Regardez d'ailleurs sur le cuivre, le Trump Rally, une tonne de cuivre, ça avait valu $10 000 il y a 3 ou 4 ans, c'était tombé à 4 500 $, et la semaine des élections, ça a pris 1 000 ou 1 500 $. Alors tout le monde dit, c'est à cause de Trump. Non, c'était pas à cause de Trump, même si on peut se demander s'il n'y avait pas quelques Chinois qui utilisaient le cuivre comme véhicule de spéculation pour se couvrir des risques sur le yuan. Je dirais un mot des marchés en Chine, ils sont quand même assez complexes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis, les prix ont relativement tenu. Il en a été de même, et de manière peut-être encore plus forte. Vous voyez que sur l'année 2016, le prix de quelque chose qui peut vous laisser, j'en conviens, totalement indifférent, le zinc, mais c'est vachement important, parce qu'avec ça, on fait de l'acier galvanisé, etc. Donc c'est un métal tout à fait essentiel. Ben, son prix a été multiplié par 2 sur l'année. On a eu d'ailleurs, vous voyez, le yo-yo extraordinaire probablement de la matière première la plus lourde qui soit. Le pondéreux par essence, le minerai de fer, dont les grands producteurs sont des gens comme BHP, Rio Tinto, Vale, etc. Eh ben, vous voyez qu'on a été à un moment aux alentours de $200 la tonne. Au début de cette année, on était à 50. On est remonté à 80, 90. Là aussi, le facteur chinois, je reviendrai là-dessus. Je vous ai parlé de votre café. Vous voyez l'évolution de votre petit noir avec une rechute assez brutale, mais dans le café, là encore, il y a un élément monétaire. Certains d'entre vous doivent avoir à gérer des flux de trésorerie avec les filiales brésiliennes, donc ils savent ce que c'est que l'arbitrage dollar-réal. Et bon, évidemment, les coûts de production brésiliens en réal sont quand même un peu plus intéressants. Si vous avez, mais c'est pas très bon pour la santé bien entendu, envie de mettre du sucre dans votre café, vous voyez que là aussi nous avons connu une assez forte hausse, mais le même mouvement que nous avions connu jusque-là, avec donc une flambée des prix, pratiquement qui ont doublé. Là nous sommes dans cents la livre, et à l'heure actuelle, alors là pour des logiques directement liés aux fondamentaux, nous assistons à une relative baisse. Et quand on parle de baisse, alors ça, c'est vraiment l'un des marchés les plus déprimés qui soit, qui est tout simplement le marché du blé. Vous voyez, l'effondrement des prix en 2014, au printemps 2014, nous sommes en dollars le boisseau. Ça fait partie du côté poétique d'ailleurs des matières premières. On parle de boisseau, on parle de livres, on parle d'once-troy. Vous savez d'ailleurs que l'once-troy, elle remonte. Troy, c'est pour la ville de Troie. C'était l'époque des foires de Champagne. C'était le moment où, pour la première fois, on a codifié le poids de l'or parce que, quelque part entre
1180 et 1240. C'est le seul moment où la France fut au centre du monde financier. C'était le temps des foires de Champagne. Il en est resté la ville de Provins et quelques autres, et il en est resté Lonstroy. Donc on parle parfois d'unités de mesure un peu exotiques. Sur les céréales, on raisonne, et les grains en général, on raisonne en boisseau. Vous voyez qu'on est passé de 7 $ le boisseau encore en 2014 à 3,5 à peu près. Les prix ont été diminués de moitié, et cela est, alors c'est un petit peu moins fort si je le ramène en euros, mais les rendements céréaliers en France cette année sont de 30 à 50% en moyenne inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Et nous avons un monde agricole qui souffre tout particulièrement, même si la raison fondamentale de cette baisse des prix, elle est plutôt sympathique. Il n'y a pas eu d'accident climatique. Jamais le monde n'a produit autant de grains, plus de 3 milliards de tonnes. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour l'alimentation des hommes. Bon, j'en arrête là. C'était simplement pour vous ouvrir un petit peu les pages de ce grand livre que sont les marchés mondiaux de matières premières. Alors, venons-en maintenant au cœur de la question. Le choc, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous connu, entre 2006 et 2014, pareille flambée sur les marchés mondiaux? La raison en est très simple. Et si je revenais au premier graphique, ce que je vais faire très rapidement, voilà, lorsque, dans les années, il commence en 1984, les années 80-90 furent marquées par des prix des matières premières très bas. En une période où l'inflation étant ce qu'elle était, en réalité, les prix n'ont cessé de diminuer. Personne ne s'intéressait plus aux matières premières. C'était l'époque où l'on fermait des capacités de production. C'était l'époque aussi où on ne faisait pas beaucoup d'efforts en matière de réduction de consommation. C'était l'époque où certains imaginaient même que nous vivrions un jour tels des elfes, sans véritablement avoir encore besoin de matières premières. Ne vous souvenez-vous pas de ce grand patron français qui a laissé quelques cendres sur son passage, qu'il parlait du temps des entreprises sans usine? C'était admirable. Lorsque, dans les années 90, je traînais dans les couloirs de Dauphine, et je disais, ouais, je suis fatigué, tu comprends, chez mon cyclope, etc. Mes petits camarades me disaient, ah Philippe, c'est bien, tu fais ton cyclope, brave garçon. Mais eux, ils s'étaient passionnés par la révolution des technologies de l'information, par le développement des marchés financiers, etc. Alors parler bêtement de pétrole, de métaux, d'agriculture, qu'est-ce que ça pouvait être ringard? Le problème, c'est que en même temps, les banquiers, certains d'entre vous l'ont été, donc je ne dirai pas du mal de cette honorable profession dont la capacité d'anticipation est quand même souvent un petit peu limitée. Les banquiers ont assez rarement accompagné à ce moment-là des projets d'investissement. Les années 80-90 sont marquées par un recul global de l'investissement et donc même pas de renouvellement des capacités. Là-dessus, à partir du début des années 2000, nous avons connu, et le monde a connu, une période exceptionnelle. Je vous rappelle qu'entre grossièrement 2001 et 2007, la croissance économique mondiale a été de plus de 5%. 5% pour le globe dans son ensemble. Jamais ceci ne s'était passé dans l'histoire des hommes. Et puis à l'intérieur de cette croissance économique mondiale, il y a eu quelque chose. Pour moi, je fais à Dauphine le cours d'histoire économique de première année. Et je leur raconte l'histoire économique du XXe siècle. Alors la grande question est de savoir quand est-ce que commence le XXe siècle. Pas compliqué, août 14. Ça, c'est tranquille. Quand est-ce que se termine le XXe siècle? Alors on peut dire 90, la chute du communisme, ça fait un XXe siècle court autour de la parenthèse communiste. Alors on dit, il s'est terminé le 11 septembre. Avec du recul, le 11 septembre, nous voyons que ça n'a pas été le bouleversement qu'il aurait pu être.
Alors est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on pousserait jusqu'à la crise de 2008? Non. Pour moi, le XXe siècle se termine à Doha en novembre-décembre 2001. À Doha, en novembre-décembre 2001, la Chine devient membre de l'OMC. Et symboliquement, alors je prends la date comme une sorte de symbole, symboliquement c'est l'entrée de la Chine, c'est le retour de la Chine sur la planète. Je vous rappelle qu'à début du XVIIIe siècle, sous le règne de l'empereur Qianlong, la Chine c'était un tiers du PIB mondial, à peu près, ce sont les estimations qui circulent. Eh bien, la Chine refait son retour. Et la Chine fait son retour notamment sur les marchés mondiaux. Elle devient très rapidement le premier importateur, le premier consommateur de pratiquement toutes les matières premières. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, excusez-moi, à l'époque, la croissance économique chinoise était en moyenne de l'ordre de 10%, que la croissance de la production industrielle chinoise est dans un modèle chinois dans lequel l'industrie pèse encore aujourd'hui près de la moitié du PNB, du PNB chinois, eh bien, la croissance de la production industrielle en Chine, sur ces années, était de l'ordre de 16 à 17% par an. Et la Chine devient le grand importateur de toutes choses. Donc, nous avions tous les éléments pour expliquer un choc. On aurait dû l'anticiper. On n'a pas été bon, on ne l'a pas anticipé. De la demande qui était forte, à un moment où nous avions une offre qui finalement avait été freinée par le manque d'investissement, sachant qu'il ne faut pas que vous oubliez que le temps des matières premières, il est la confrontation brutale entre le temps court des marchés et le temps long de l'investissement. Le temps des matières premières, au stade de la production, il est long. Il faut 10, 15 ans pour que se concrétise un projet minier, un projet pétrolier, 20, 25 ans pour que l'on sorte une nouvelle molécule agricole. Donc nous sommes sur des temps très longs. Et en quelques années, nous sommes passés de l'illusion de l'abondance qui marque la fin du XXe siècle à la crainte de la pénurie qui va marquer les années 2007-2008. Rajoutez à cela quelques catastrophes climatiques, etc. Et vous avez la frénésie de 2008, la flambée des prix juste avant la chute, juste avant la crise. Et la crise, au fond, n'a rien changé, puisque la Chine est passée au travers des gouttes, la croissance chinoise s'est encore amplifiée sur la période 2009-2012, et vous voyez que notamment, si j'enlève le pétrole, qui est le dernier produit sur lequel la Chine commence à peser, mais paradoxalement sur le pétrole, l'histoire du pétrole se fait pendant longtemps sans la Chine, mais ce qui n'était pas le cas des minerais et métaux en particulier, et de nombre de produits agricoles. Eh bien, vous voyez que le point haut est atteint là, en début 2011, au moment de ce nouveau temps fort que connaissent tous les marchés, qui est le moment où les Chinois partent en vacances pour aller voir papa-maman dans la campagne. Je veux parler des 10 jours, grossièrement, autour du Nouvel An chinois. Donc, voilà le choc. Alors, qu'est-ce qui se passe à la suite? Les conséquences d'un choc, c'est que soudain, on m'a demandé de faire des conférences sur les matières premières. C'est marrant, ça n'intéressait personne auparavant. Bon, alors du coup, on s'est dit, Philippe, il faut que tu nous racontes des histoires sur les matières premières. Très bien, mais ça veut dire tout simplement que soudain, on s'est dit, mais c'est génial ce machin-là. Donc, les banquiers, ils sont venus, un moutonnier comme toujours, et donc, on s'est remis à investir, à relancer des projets, etc. Et puis la flambée des prix, elle excite aussi les innovations technologiques. Il y avait beaucoup d'innovations technologiques qui étaient déjà dans le pipe. Par exemple, l'utilisation de forages horizontaux, puis de fracturation hydraulique. C'est quelque chose dont on me dit qu'on l'avait pratiqué à Lac dans les années 60. Heureusement que les Français ne le savaient pas, car autrement, nous n'aurions pas eu le gaz de Lac. Mais toujours est-il que la technologie, elle existait.
Et il a fallu qu'en 2006, le prix du gaz naturel aux États-Unis flambe et passe avant le pétrole, la barre symbolique des 100 $, le baril d'équivalent pétrole, pour que d'abord se développent ce que l'on appela les gaz de schiste, les shale gas, puis les pétroles de schiste qui aujourd'hui font partie de la scène pétrolière mondiale. Des innovations de ce type, nous en avons eu bien d'autres qui ont permis d'aller plus loin, plus profond, d'augmenter aussi les rendements agricoles, etc. Et très rapidement, eh bien, les marchés se sont rééquilibrés et on en est revenu à des situations de surcapacité qui commencent à apparaître à partir grossièrement de 2013-2014. Ce qui explique le retour sur Terre que nous venons de connaître et que nous connaissons depuis 2 ans, retour sur Terre largement accéléré, et ce sera le dernier graphique que je voudrais vous montrer, largement accéléré par un facteur assez important. Alors, je suis d'accord, vu du fond, c'est totalement illisible. Et pourtant, celui-là devrait vous intéresser, car il met en évidence la corrélation qu'il y a entre l'évolution du dollar. N'oublions pas que tous nos marchés sont cotés en dollars. Le dollar, c'est la monnaie universelle. C'est en dollars que l'on pèse les marchandises, les hommes, etc. C'est aussi la devise américaine. La courbe noire que vous voyez ou que j'ai essayé de vous décrire, elle est en inversé le taux de change effectif nominal du dollar, c'est-à-dire le dollar contre toutes les monnaies avec lesquelles les États-Unis font commerce. Et puis nous avons donc elle est en inversé, c'est-à-dire que quand la courbe noire est en haut, c'est que le dollar est bas, et quand elle est en bas, c'est que le dollar est haut. Et on a remis la courbe bleue qui est notre indicateur cyclope et la courbe rouge qui est l'indicateur sans le pétrole et les métaux précieux. Il ne faut pas avoir fait beaucoup, hein, je le fais juste à l'œil et je serais totalement incapable parce que j'ai rien fait dans notre école. Donc je suis passé totalement, je suis incapable de lire un bilan, je suis d'une nullité absolue, j'ai pas appris grand-chose à jouer. Mais par contre, je peux quand même à peu près distinguer que il y a une corrélation évidente entre le dollar globalement et les matières premières. Je dirais peut-être encore plus entre dollars et pétrole. Et que les renversements, notamment, se font de manière quasiment simultanée. C'est ce à quoi on assiste en particulier en juillet 2008. Grossièrement, quand le dollar est haut, les matières premières sont plutôt tendance à être basses et vice-versa. Et il est clair que la remontée du dollar a probablement accentué le mouvement que nous connaissons aujourd'hui. Alors, quelle est la situation actuelle? Actuellement, je vais garder ça. Donc vous voyez que les marchés sont retombés, ont légèrement rebondi. Mais quelle est la situation? La situation, elle est celle de marchés qui sont en général surcapacitaires. Vous savez que sur les marchés, il y a avant tout, à mon sens, ce que j'appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'offre et la demande. Et quand je regarde la plupart des marchés aujourd'hui, à quelques exceptions près sur lesquelles on pourra revenir, bien nous sommes dans des situations surcapacitaires, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse des minerais et métaux, et bien entendu avec l'aléa climatique que je ne maîtrise encore moins que les autres, qu'il s'agisse de l'agriculture. Dans une situation surcapacitaire, avec des prix qui baissent, quelle est la réaction des producteurs? Dans un premier temps, et c'est ce qui, à mon avis, s'est passé en 2015 et encore dans les premiers jours de 2016, la première réaction des producteurs, ce n'est pas de diminuer leur production, c'est au contraire de l'augmenter. C'est de l'augmenter en se disant, notamment pour les derniers arrivés, ceux qui ont les capacités de production les plus efficientes, ceux qui ont les coûts de production théoriquement les plus bas, c'est de se dire je vais casser la concurrence et je vais essayer de faire sortir les producteurs du marché. C'était la stratégie de l'Arabie Saoudite à l'été 2014
qui visait les producteurs de pétrole de schiste américains. Ce fut la stratégie des mineurs de fer brésiliens pour essayer de sortir les producteurs de fer les moins efficients, quitte à effectivement entretenir d'importantes surcapacités. Ce fut, dans un genre totalement différent, la stratégie des producteurs néo-zélandais de produits laitiers qui ont consciemment augmenté leur production pour essayer de sortir du marché un certain nombre de producteurs plus marginaux. Ça, c'est la première réaction. Il me semble que nous venons de rentrer dans une deuxième phase, et c'est ce qui explique peut-être le rebond des marchés en 2016. C'est-à-dire que tout le monde souffrant tellement, on a beau rentrer la tête entre les épaules en attendant que ça se passe, il faut quand même honorer les fins de mois, faire des sourires aux banquiers, etc. Donc il y a un moment où il faut peut-être essayer de raison garder et donc revenir à une stratégie apparemment plus cohérente qui serait celle de limiter l'offre. C'est ce à quoi nous venons d'assister en ce qui concerne le pétrole. Alors, je vais dire un mot du pétrole, je vais développer un peu là-dessus, puisque nous sommes en plein dans l'actualité. Le président a mentionné l'accord du 30 novembre dernier, et vous avez vu que, grossièrement, le Brent qui se baladait à 45-46 $ est monté à 55. Je ne vais pas regarder hier, mais il était légèrement descendu, d'ailleurs, en dessous de 55. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché du pétrole ? Sur le marché du pétrole, nous avions, sur l'essentiel de 2016, un excédent mondial qui était à peu près estimé aux alentours de 1,5 million de barils jour. Autre originalité, on raisonne en barils jour, mais ça, vous commencez à être habitués. Le marché mondial, c'est 93 millions de barils jour à peu près. Et donc, on avait un excédent de 1,5 million de barils jour, avec une consommation quand même assez dynamique, notamment venant de nouveaux consommateurs. La Chine devient le premier importateur mondial de pétrole, donc ça allait plutôt quand même dans le bon sens. L'Inde, derrière, va avoir une montée en puissance tout à fait considérable de ses besoins pétroliers. Bon, il y avait eu quand même la stratégie saoudienne de casser le marché, avait eu quelques résultats par rapport au sommet de la production américaine atteint début 2015. Eh bien, la production américaine avait baissé d'1 million de barils jour quand même. Il n'en restait pas moins que comme il n'arrêtait pas de produire, en octobre et encore en novembre, on le sait maintenant, l'OPEP avait battu de nouveaux records de production, tout comme la Russie. Et encore, ça aurait pu être encore plus fort si nous n'avions pas eu la chance d'avoir une guerre civile en Libye et une situation quand même relativement tendue dans le delta du Niger au Nigeria, ce qui enlève grossièrement presque 1 million de barils jour à la production de l'OPEP. Donc, marché vraiment surcapacitaire, sur lequel les réunions de l'OPEP se passaient, mais l'OPEP c'est compliqué, et c'est là où la dimension géopolitique est importante. D'un côté, vous avez l'Arabie saoudite, des Arabes sunnites, ayant un certain contrôle des quelques Émirats comme le Koweït, les Émirats arabes unis, éventuellement le Qatar, mais qui ne pèse pas très très lourd sur le pétrole, beaucoup plus sur le gaz naturel. De l'autre côté du Golfe, des Perses chiites, donc l'Iran, soutenant le régime d'Assad en Syrie, donc allié naturel de la Russie, alors que l'Arabie saoudite soutient, on ne sait pas très bien ce qu'ils soutiennent à l'heure actuelle sur la scène syrienne, mais certainement pas Assad, et par ailleurs finance largement la guerre en Irak contre le même Daesh. Iran et Arabie saoudite se tapant aussi l'un sur l'autre par yéménites interposés. Donc, vous voyez que c'est quand il y a une réunion de l'OPEP, c'est une réunion de chouettes copains et qui se tapent sur l'épaule en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire et combien de barils de pétrole allons-nous produire. Bon. Donc les réunions se passent, les Russes essaient de jouer le go-between, ça marche pas très bien. Et puis nous avons eu cet accord annoncé à Alger en mois de septembre,
et qui s'est concrétisé. Jusqu'au dernier moment, on n'y a pas cru. Hein. C'était un peu comme les élections de Trump ou le Brexit. L'accord a été entériné, je crois que c'était un mercredi. Le lundi, l'Arabie Saoudite claquait la porte d'une réunion. Il semblerait qu'il ait fallu que Poutine prenne son petit téléphone, appelle MBS, Mohammed bin Salman, qui est le fils du roi d'Arabie Saoudite, qui est l'homme qui compte aujourd'hui, fasse pression sur le président Rouhani en Iran, etc., pour arriver à un accord dont, objectivement, l'Arabie Saoudite porte l'essentiel, puisque sur les 1,2 million de barils jour qu'ils ont accepté de couper normalement le 1er janvier prochain, il y a 500 000 barils jour saoudiens, auxquels je rajoute à peu près 300 000 barils jour Koweït, Émirats arabes unis, Qatar, et auxquels je rajoute, et ça ils ne voulaient pas le faire, 200 000 barils jour irakiens. L'Irak n'avait pas vraiment les moyens de le faire. J'imagine que c'est les Saoudiens qui ont accepté de faire les fins de mois. En échange, ils ont accepté que les Iraniens ne réduisent pas leur production, car le motto iranien était de dire « nous ne réduirons pas notre production puisque nous devons récupérer notre niveau de production d'avant l'embargo ». Donc ils ont accepté que l'Iran ne touche pas à sa production, et je pense que c'est là qu'en échange, les Russes se sont engagés pour une baisse de 300 000 barils jour, qui pourrait être un peu augmentée. Vous regarderez les informations ce week-end, puisqu'il y a une réunion à Doha, et donc on essaie d'amener quelques autres NOPEP dans la partie, notamment l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, qui sont quand même plus ou moins des annexes de Moscou. Donc la chose, sur le papier, ça a l'air vachement bien. 1,5 million de barils jour, qu'est-ce que c'est bien? Ouais, le problème, c'est que c'est... Alors, on ne sait pas sur quelle base ils tablent, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, entre octobre, donc la réunion a lieu le 30 novembre, donc les seuls chiffres qu'on a sont d'octobre, manque de chance, la production de novembre est en augmentation de 300 000 barils jour en ce qui concerne l'OPEP et de 150 000 barils jour en ce qui concerne la Russie. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire en décembre, mais s'ils continuent comme ça et s'ils appliquent les coupures sur les bases des dernières productions, ce sera quand même nettement moins important. Et puis, vous avez aussi, maintenant, sachant que l'OPEP a un track record qui n'est pas extraordinaire pour respecter ses engagements, et puis vous avez le véritable swing producer aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis. On s'est bien rendu compte qu'entre 30 et 40 $ le baril, ils avaient du mal à passer. Même s'ils ont fait d'énormes progrès. Le coût moyen de production dans la zone de Bakken, qui est le grand champ pétrolier du Dakota du Nord, le coût moyen de production dans la zone de Bakken, il était, il y a 2 ans encore, de l'ordre de 60 $. Il ne serait plus aujourd'hui que d'une quarantaine de dollars. Vous avez aujourd'hui, suivez l'actualité, les États-Unis sont au train de connaître leur petit Notre-Dame-des-Landes ou leur petit Stevens, parce qu'on essayait, le problème du Dakota du Nord, c'est que c'est tout perdu, tout loin dans les États-Unis, et le pétrole, pour sortir, il sort soit par camion-citerne, soit par train. Et dans l'état du réseau ferroviaire américain, le degré de danger est assez considérable. La logique, ce serait de construire des oléoducs. Oui, mais un oléoduc, ça traverse des zones. Et ils sont actuellement en train de traverser la zone d'une réserve indienne de Sioux. Alors les Sioux ne sont pas contents. Il y a tous les activistes qui ont créé un village Nopassaran à la Sivins ou à la Notre-Dame-des-Landes. La seule chance, c'est qu'on se trouve dans le Grand Nord. Le blizzard a commencé, il y a de la neige, et ça réduit quand même l'enthousiasme des protestataires. Je le traite de manière pas très sérieuse, j'en conviens, mais c'est important, et il sera important de voir quelle va être la réaction de la production américaine face à cela, sachant que M. Trump vient de nommer à la tête de l'Agence de l'énergie un climato-sceptique notoire et qu'on peut imaginer que les contraintes environnementales pesant, à juste raison d'ailleurs, sur la production de gaz ou de pétrole vont quelque peu se réduire. Je vais accélérer car j'ai vu le président
en train de consulter sa montre avec un début d'angoisse, surtout que je n'en suis normalement qu'à la moitié de mon exposé, donc je vais sacrer un peu. Voilà ce qu'il en est du pétrole. Ceci pour vous dire un scepticisme certain quant à la... Je ne pense pas que les prix du pétrole rebondiront durablement. Et si vous avez dans vos plans de trésorerie ou autres à glisser un chiffre moyen du pétrole sur 2017, je ne m'engagerai pas très au-dessus de $50 le baril de Brent. Je voulais simplement vous signaler que dans ces stratégies des producteurs, il n'y a pas eu que le pétrole. Nous venons de connaître, par exemple, une flambée extraordinaire des prix du charbon. Et là, c'était lié à la volonté des Chinois de réduire leur production de charbon pour des raisons environnementales. Le problème, c'est qu'ils sont tellement shootés au charbon que ce charbon qu'ils ne produisaient pas, ils ont dû l'importer et que ceci a provoqué un triplement des prix du charbon à coke, un doublement des prix du charbon vapeur. Je passe là-dessus. Je passe là-dessus, mais tout en relativisant, malheureusement, les possibilités d'action des producteurs. Vous avez dit, Président, et ça c'est une de mes grandes thèses, qui est celle de la malédiction des matières premières. Oui, dans l'histoire, et ça sur la très longue période, les matières premières ont été, pour les pays qui en ont profité, en général, plus une malédiction qu'un bienfait. La malédiction des matières premières commence très tôt. La faillite de l'Espagne. La faillite de l'Espagne de Philippe II en 1575, alors qu'arrivent les flottes de l'or et de l'argent du Nouveau Monde et qu'il claque tout pour maintenir l'illusion de la puissance des Habsbourg sur l'ensemble de l'Europe. Regardez plus récemment quels sont les pays producteurs de pétrole pour lesquels on puisse véritablement parler de développement économique. Je ne vous parle pas des Émirats d'opérette du Golfe, mais de pays sérieux. Regardez le Venezuela, regardez le Nigeria, regardez la Libye, l'Irak, etc. C'est Jean Giraudoux dans La Folle de Chaillot qui, parlant du pétrole, dit à un moment « Mais qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole ?» Et la réponse c'est de la laideur, du malheur, de la misère. Oui, un monde misérable. Et c'est vrai que le pétrole n'a apporté à ses producteurs que dépendance. Et il n'y a pas que le pétrole, les minerais et métaux. Lorsque vous regardez des pays comme la République démocratique du Congo, la Guinée, etc., qui devraient être au contraire des paradis étant donné leurs ressources. Donc, malheureusement, il y a dans les matières premières et dans la relation entre un pays et ses matières premières, la même relation qu'entre un drogué et sa fourniture de coke ou autre. Et ce qui, bien entendu, limite les capacités des producteurs de réduire leur production et véritablement de manipuler les marchés. De l'autre côté, nous avons la demande. Et vous disiez, le choc pour vous, c'est la Chine. Je ne suis pas tout d'accord. La Chine continue. Vous ne vous attendiez pas quand même à ce que la Chine continue à rouler à 10%. Ça, c'est déjà extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Jamais dans l'histoire des hommes, vous n'avez eu un continent entier, 1,4 milliard d'êtres humains, connaître une croissance aussi longue, 40 ans depuis la mort de Mao, avec 10% de moyenne. Jamais ça ne s'est passé. Aujourd'hui, alors je sais bien que les statistiques chinoises, elles sont un petit peu, c'est le parti qui les détermine, 6,7% au deuxième trimestre, 6,7% au troisième trimestre, peut-être même 6,7% au quatrième trimestre. Pour être sérieux, ils feront varier de 0,1 ou de 0,2. Mais manifestement, et moi j'ai quand même un tout petit indicateur qui est les importations de matières premières telles que nous les voyons, je suis désolé, ils continuent largement à importer. Alors ils sont même devenus perturbateurs sur certains marchés parce qu'ils sont devenus exportateurs. Ils sont exportateurs d'aluminium, ce qui est une absurdité totale. Mais ils pèsent aujourd'hui 55% de la production mondiale d'aluminium. Ils sont devenus exportateurs d'acier à partir justement de minerais de fer qu'ils importent. Donc le rôle est, ils deviennent aujourd'hui exportateurs de produits raffinés. Vous avez vos
voté hier, mais le dernier produit en vogue, c'est ce qu'on appelle les teapot refineries, les petites raffineries privées sur la côte du Shandong et qui réexportent une partie de leurs produits raffinés. Enfin, dernier élément dont il faut tenir compte sur les marchés, c'est quand même ce monsieur Trump, hein, Donald, improbable, j'en conviens. Peut-être, au fond, serons-nous agréablement surpris, comme on l'a été avec Reagan, comme on l'avait été avec Nixon. Nixon, il est comme Trump. Est-ce que c'est le genre de type auquel vous achèteriez une voiture d'occasion? Je n'en suis pas totalement sûr. Qui aurait parié qu'un politicien légèrement véreux de la 4e République, ayant marché dans toutes les combinaisons possibles, deviendrait probablement, après De Gaulle, le plus grand président de la 5e République? Je veux parler de François Mitterrand. Il y a des hommes qui sont transcendés par leur fonction. Peut-être en sera-t-il autant de M. Trump, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, il va y avoir de la relance par les dépenses publiques et l'infrastructure. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est du cuivre, de l'acier, etc. Et c'est ça que les marchés ont un petit peu acheté dans un climat, j'en conviens, extrêmement spéculatif. Alors à partir de là, ce que pouvons-nous anticiper? Certes, chaque marché a sa propre histoire et chaque marché obéit à ses propres logiques. Globalement, malgré tout, je ne vais pas vous surprendre, il y a beaucoup plus intelligent que moi sur la scène des prévisions macroéconomiques. Le monde roule grossièrement à 3%. La Chine, à mon avis, alors ça c'est peut-être un pari, la Chine ne s'effondrera pas. N'oubliez pas que la grosse échéance en Chine, c'est septembre 2012, c'est le congrès du Parti communiste, et c'est lui qui va entériner le deuxième, et c'est bien la Chine, au moins le président est garanti d'un deuxième mandat. Hein. On n'a pas les inconnus que l'on peut avoir en France. Donc le président, donc on aura Xi Jinping II, mais Xi Jinping II, il est en train de préparer son machin. Donc à la limite, ça coûtera peut-être, et ce sera peut-être pas très rationnel pour les Chinois, mais la croissance à 6%, elle me paraît à peu près évidente. Et puis on a quand même quelques autres émergents qui émergent bien sur le modèle de l'Inde. Alors il y a des inconnus, il y a un facteur qui peut quand même jouer à la baisse des prix des matières premières, c'est un dollar qui risque d'en être un peu plus fort. Madame Yellen est nulle. C'est ma pensée profonde, mais je pense qu'elle va quand même vous monter les taux et que normalement il y aura des hausses de taux l'année prochaine. Comme elle a peur de son ombre, on ne sait pas ce que ça voudra dire, mais malgré tout, ce n'est pas Greenspan qui veut. Bon, il y a une inconnue climatique. C'est vrai que depuis 3 ans, nous n'avons pas eu de vraie catastrophe climatique. Ça ne veut rien dire, on n'en aura peut-être pas l'année prochaine, mais on peut avoir à nouveau des modifications assez structurelles auxquelles nous assistons. Ça veut dire que, normalement, nous sommes quand même dans un contexte dans lequel la demande va rester soutenue, mais dans laquelle l'offre va rester abondante. Et cela pourquoi ? Parce que c'est maintenant que nous commençons à avoir le résultat de tous les investissements qui ont été réalisés dans la période 2006-2012 à peu près. On voit arriver le pétrole de Kashagan dans le nord de la Caspienne. Alors celui-là, il aura mis une quinzaine d'années. Rio Tinto sort du cuivre de la plus grande mine au monde, qui est la mine d'Oyu Tolgoi, etc. Nous sommes sur des logiques longues. Et la logique des marchés de matières premières, c'est une logique de cycle. J'aime pas l'expression super cycle qu'aiment bien utiliser les journalistes. Les cycles, depuis le début du XXe siècle, les matières premières ont évolué sur des cycles grossièrement de 20 à 25 ans, marqués par un choc, et puis en général 2 bonnes décennies pour digérer le choc. J'en suis désolé, nous sommes au début de la digestion et donc nous devrions avoir une période relativement longue de prix plutôt déprimés avec, j'ouvre mon parapluie, des aléas géopolitiques, des inconnus climatiques, des évolutions technologiques qui pourront peser à la fois sur la demande et sur l'offre. Sur la demande parce qu'on va inventer de nouveaux produits. Alors, vous avez des trucs marrants. Aujourd'hui, si vous êtes venu en voiture, c'est que vous avez une voiture électrique. Dans votre voiture électrique, il y a une batterie. Et cette batterie, elle est au lithium. Et oui, le lithium, nous avons une flambée des prix sur l'oxyde, enfin je ne sais plus quel est l'oxyde de lithium ou un machin comme ça. Il y en a un en face de moi qui doit connaître ça beaucoup mieux que moi. Et bon, mais
finalement, on peut avoir des effets sur la demande, des effets sur l'offre, et encore des incertitudes monétaires. Donc, nous sommes à mon avis, rentrés dans une période de prix durablement déprimés ou relativement bas, avec quand même, à l'intérieur de cette tendance de long terme, bien une instabilité fondamentale. Nos marchés, alors j'ai plus le temps de vous faire mon couplet sur la spéculation, mais nos marchés, comme les vôtres d'ailleurs, vous êtes tous des spéculateurs, spéculateurs au sens noble, au sens étymologique du terme, speculare en latin, se porter en avant, regarder dans le lointain. Ben, c'est bien ça. À partir du moment où je sais que demain sera différent d'aujourd'hui, il faut que j'anticipe, donc que je spécule. Et le rôle des spéculateurs est fondamental, dans la mesure où ils apportent de la liquidité à tout ce segment qui s'est développé et qui continue à se développer d'ailleurs, des marchés dérivés. De nouvelles matières premières ont été touchées ces dernières années par les marchés dérivés. Il y a 10 ans, vous croisiez quelqu'un ça s'appelait encore Arcelor, vous lui disiez, dites donc, l'acier c'est une commodité. Vous disiez, monsieur, sortez de là, vous m'insultez. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons? C'est le prix des ronds à béton sur le marché de Shanghai. Et alors c'est vrai que, question régulation, la Chine, c'est pas extraordinaire, et que nos amis chinois confondent encore un petit peu Chicago et casino. Mais c'est ainsi. Et à la limite, la spéculation, vous savez que l'année dernière, nos amis suisses, cette année, nos amis suisses ont fait une votation. J'adore les votations suisses, j'adore les Suisses d'ailleurs, ce sont quand même des maîtres à hypocrisie. Et donc la gauche suisse voulait interdire la spéculation, alors pas sur tous les marchés, non seulement sur les marchés agricoles, parce qu'il fallait toucher la ménagère, le ménager, excusez-moi, bon, il faut que je sois correct, de moins de 50 ans, et donc, vous comprenez, on ne va pas spéculer sur ces produits agricoles, le blé qui sert à faire du pain, qui nourrit les hommes, etc. La dimension morale était là très forte. Alors quand même, les Suisses, notamment les Suisses allemands, ont voté non à cette votation. Paradoxalement, le canton de Genève, où se trouve tout le trading mondial des matières premières, lui a voté oui. Alors évidemment, les traders ne votaient pas, puisqu'en général, ils ne sont pas suisses. Mais bon, c'est totalement absurde. À la limite, la spéculation, elle a sur les marchés le même rôle que le chœur dans la tragédie grecque, que le tiers dans l'action théâtrale. C'est Rainer Maria Rilke qui disait, en parlant du tiers dans l'action théâtrale, « Il n'est que le vain bruit à l'entrée du silence du vrai conflit. » C'est ça, spéculation, c'est beaucoup de bruit, mais à la limite, la réalité, ça reste celle des fondamentaux. Alors c'est vrai que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de gouvernance mondiale, ce qui est un problème sur certains produits que nous traitons dans Cyclope, mais qui sont par exemple le carbone et donc le climat. Et là, on est dans le champ de biens communs à l'humanité pour lesquels il me semble que le marché n'est pas le plus adapté. Et puis, ce qui malheureusement continuera, à mon sens, d'être une réalité, cette malédiction des matières premières qui pèse sur le développement économique de nombreux pays, qui peut faire illusion quand on a vu dans le type de Goldman Sachs qui a inventé l'expression BRIC ou BRICS. Autant l'Inde et la Chine sont des pays émergents, autant on a bien vu que le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud étaient des pays qui continuaient encore aujourd'hui à cruellement dépendre de ces matières premières qui sont quand même une assez large illusion. Je terminerai simplement sur, et justement, le lien un petit peu avec le choc que nous venons de connaître, c'est Galbraith qui disait, et au moins je peux le dire en un petit déjeuner non alcoolisé, du moins je l'espère, il disait que l'abus économique était comme l'abus d'alcool, il avait son lendemain inévitable. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous remercie.
question sur le gaz de schiste qui intéresse la France à 2 titres, le traitement de l'eau et l'exploration, en plus du prix. Vous pouvez nous faire un petit point rapide sur les perspectives? Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas parlé du gaz naturel, qui est un des seuls marchés à ne pas avoir connu en 2016 quelque rebond que ce soit. Alors, vous l'avez vu qu'il y a eu une hausse des prix du charbon. Le gaz naturel reste un marché relativement déprimé, et ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que je vous rappelle que le gaz naturel est un des produits, est une source d'énergie probablement la moins polluante, la moins émettrice de CO2 pour produire de l'électricité, donc c'est quand même relativement positif. Et les prix du gaz naturel, alors, ne sont pas totalement uniformisés au niveau mondial, mais aux États-Unis, on est passé, c'est mesuré en dollars le million de BTU, qui est le British Thermal Unit. Et donc, aux États-Unis, on est passé de 15 ou 16 dollars le million de BTU en 2006 à des marchés qui se baladent actuellement entre 2 et 3 dollars. Sachant que le gaz naturel que nous achetons à Gazprom aujourd'hui, on doit le payer. Alors ça, il faudrait que les gens d'Engie me le disent, mais ça, ce sont des contrats, mais qui sont plus ou moins indexés quand même. À mon avis, ça doit se payer aux alentours de 6 ou 7 dollars, peut-être un peu plus. Et le GNL, le gaz naturel liquéfié, importé par le Japon, la Corée, la Chine, s'importe aujourd'hui aux alentours de 7 dollars le million de BTU. Alors, la grande révolution, alors il y a eu d'énormes développements de production traditionnelle de gaz naturel par le Qatar, l'Australie, etc. Et ça, c'est le marché du GNL. Puis aux États-Unis, vous avez eu ce développement des gaz de schiste, donc qui est la première partie de ce qu'a été la révolution énergétique américaine, puisqu'ensuite on a eu les pétroles de schiste. La technique est la même, vous faites un forage non plus vertical mais horizontal, vous prenez un jet d'eau, vous détruisez la roche qui est en général du schiste, vous libérez la poche de gaz, vous récupérez le gaz. Évidemment, ça représente un circuit de l'eau qu'il faut bien maîtriser. Quand c'est bien fait, et c'est relativement bien fait quand même, il y a des producteurs sérieux, ça ne pose pas de problème majeur d'environnement, même si cela nécessite, comme ce sont des petits forages, donc on fait beaucoup de petits trous dont la durée de vie est un peu plus longue aujourd'hui qu'elle n'était auparavant, mais qui reste quand même un peu limitée. Donc ça occupe peut-être probablement plus le paysage que des forages classiques. Il y a eu toute une campagne aux États-Unis contre les gaz de schiste, avec d'ailleurs des images de propagande. On voyait le type qui allumait sa cigarette à son robinet d'eau. Et ça, en fait, c'était une image qui était un faux, puisque c'était à partir de gaz de houille, qui est une autre variété que l'on peut éventuellement exploiter, mais qui est plus difficile à exploiter. Quand le gaz de schiste est bien fait, l'exploitation du gaz de schiste est bien faite, elle ne pose pas plus de problèmes que l'exploitation d'hydrocarbures conventionnels. Le risque majeur, puisqu'il y a quand même tout un circuit d'eau qu'il faut traiter, marché important d'ailleurs pour des gens qui peuvent être des spécialistes du traitement de l'eau, et nous en avons en France, le risque majeur pouvant être, si les forages sont mal faits, si les puits sont mal bétonnés, etc., des risques de pollution de nappes phréatiques. Vous savez que la France est un merveilleux pays. Nous avons apparemment un potentiel de gaz de schiste. Alors au départ, on s'est lancé. Alors en France, je vous rappelle, à la différence des États-Unis, aux États-Unis, le sous-sol appartient aux propriétaires du sol. En France, le sous-sol appartient à la collectivité, c'est-à-dire à l'État. Et donc, il y a eu des premiers permis d'exploitation de gaz de schiste qui ont été donnés, soyons honnêtes, en toute confidentialité, sans véritable enquête publique. Et alors, ces imbéciles, la première zone qui avait été intéressante, c'était la zone des Cévennes. Manque de bol, il y avait quelques tribus gauloises particulièrement actives, avec notamment mon copain José Bové.
Alors, les gaz de schiste sont rapidement devenus le grand dossier sur lequel il fallait s'attaquer pour toutes les associations ONG vertes, vert pâle, etc. Puisqu'il n'y avait plus d'OGM à faucher, il fallait s'opposer au gaz de schiste. Droite comme gauche, puisque l'auteur de la loi qui a interdit l'exploitation ou l'exploration pour les gaz de schiste en France s'appelle M. Jacob, député maire de Provins, qui jusqu'aux dernières nouvelles était sarkozyste. Je ne sais pas où sa veste l'a retournée, l'a amené aujourd'hui, mais c'est donc la droite qui en France avait interdit les gaz de schiste, et nous n'avons théoriquement pas changé de position, même si paradoxalement un candidat de gauche aux primaires qui était à l'époque ministre de l'Industrie, qui s'appelle M. Montebourg, était un partisan au moins de savoir si nous en avions. Il s'avère que très probablement géologiquement, les zones des Cévennes sont trop complexes et ne permettraient pas une exploitation rentable. Il semblerait que nous ayons des potentiels, justement, sur cette vaste zone qui va de l'Île-de-France aux Vosges, peut-être même plus d'ailleurs de pétrole que de gaz de schiste. Mais pour l'instant, remarquez, c'est admirable, nous réservons ceci pour les générations futures et nous préférons ne pas savoir si nous en avons ou si nous n'en avons pas. Au-delà de la polémique, je rappelle simplement que si nous réfléchissons en termes de transition énergétique, vous avez mentionné que j'ai écrit ce petit bouquin, Le siècle de Jules, au moment de la naissance de mon premier petit-fils. Je voulais lui raconter l'histoire du XXIe siècle. Il y a une histoire énergétique aussi. Et je rêve qu'à la fin de ce siècle, Jules vive dans un monde d'énergie, si possible renouvelable, et certainement non carbonée. Pour l'instant, nous sommes totalement à l'âge du pétrole et du charbon. Pour passer de l'un à l'autre, le chaînon, à mon avis, le plus intelligent, c'est celui du gaz naturel. Et sur le gaz naturel, on a quand même une méchante dépendance. Je vous rappelle que l'AC est épuisé, donc la mer du Nord le sera dans pas très longtemps. Nous importons tout notre gaz naturel avec des copains très très sympas, nos camarades russes de Gazprom, nos amis généraux algériens de la Sonatrach. En avoir un peu ne serait pas mal, même si ce ne sera pas le nirvana. Je me souviens avoir été, il y a 2 ou 3 ans, on avait découvert du pétrole au large de la Guyane. Alors j'ai été interviewé par les gens de France Eau. France Eau, c'est France Outre-mer. Alors ils étaient vachement sympas. Ah, ça y est, on va avoir la rente pétrolière en Guyane, etc. Et je leur dis, mes pauvres amis, je souhaite que vous n'en ayez pas de pétrole. Parce que le devenir et le destin des pays qui ont du pétrole, surtout leur département français, ce serait peut-être un peu moins mal, mais vous seriez fichu avec votre pétrole de vouloir être indépendant. Eh bien, regardez la situation, par exemple, juste de l'autre côté de la Guinée équatoriale. Je m'en arrête là. On va prendre une dernière question. Ouais, j'ai été trop bavard, je m'en excuse. Deux questions, en fait, je vais essayer de les libérer de façon courte. Vous avez très peu parlé de démographie. Je suis de la même génération que vous. Quand on est né, il y avait 2,5 milliards de personnes sur la planète. Il y en a 7,5 milliards aujourd'hui, je crois, ou un peu plus de 7 milliards. Il y en aura 10 milliards d'ici 25 ans. Si je reviens aux fondamentaux offre et demande, on pourrait se dire que, à moins que les progrès technologiques permettent chaque fois de compenser, en termes de rendement et d'efficacité, ces croissances de population, les prix des matières premières auraient tendance à monter de façon quasiment éternelle. Alors je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Et puis une deuxième question beaucoup plus simple, j'adore le chocolat. On entend parler beaucoup du cacao. Est-ce que vous avez une opinion sur les pénuries de cacao? Bon, première question. Alors là, je vous renvoie, alors peut-être moins à mon journal du Monde, parce que j'en parle un petit peu, mais alors, je ne sais pas s'il se trouve encore en librairie, Le siècle de Jules. Parce que là, c'est la seule fois où je me suis vraiment lancé à me dire, bon, essayons de dire des choses intelligentes, parce que quand Jules il a 7 ans aujourd'hui, et avec son espérance de vie, il peut passer le cut. Donc il verra certainement. Et j'étais parti de l'idée qu'il allait vivre, et toute cette génération va vivre ce moment historique où la population du monde va à peu près se stabiliser. Et ce sera quelque part
entre 2075 et 2080, ou à peu près dans ces eaux-là, et ils seront probablement aux alentours de 10 milliards d'êtres humains. Bon, alors c'était le problème, une planète de 10 milliards d'êtres humains, est-ce gérable? Alors, à l'heure actuelle, si je prends les hydrocarbures, nous avons 50 ans de réserve de pétrole, on a 70 ans de réserve de gaz naturel et un siècle et demi de réserve de charbon, ou un truc comme ça. Vous regardez dans l'annuaire que fait BP tous les ans, il y a à peu près toutes ces données. Sur les minerais et métaux, on a à peu près les mêmes échéances, sachant qu'on raisonne toujours à technologie constante. Le plus difficile, à la limite, ils seront 10 milliards à la fin de ce siècle. Mais je vais prendre mon petit Jules. Je ne sais pas quel sera son mix énergétique. Je n'ai aucune idée de savoir. Ils auront probablement mis un terme à cette folie que représentent les automobiles. Je ne sais pas comment ils circuleront, etc. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr. Sauf, alors là, des progrès que je n'ose imaginer, Jules, il aura toujours besoin de manger 2500 à 3000 calories par jour, comme son grand-père, une centaine de grammes de protéines, dont si possible pas plus de la moitié d'origine animale. Ça veut dire que par rapport à un monde de 7 milliards d'êtres humains, dans lequel vous avez 1 milliard d'êtres humains qui souffrent non pas de la faim, mais de la pauvreté alimentaire. Si j'imagine un monde de 10 milliards, pas d'obèses américains se nourrissant au McDo, pas de végétariens indiens non plus, mais de Français normaux pratiquant ce merveilleux French paradoxe que nous aimons, il faut quand même que je sois capable de multiplier par 2 la production agricole de la planète pour satisfaire nos besoins alimentaires, en imaginant que tout le monde mangera un petit peu de viande, donc il y aura le passage par l'usine animale. Ça, à mon sens, c'est le défi majeur, beaucoup plus que celui des matières premières. Je ne suis pas très inquiet sur l'énergie. Je pense que sur le climat, la messe est dite un petit peu en partie, qu'il va falloir que nous vivions avec un monde qui sera plus chaud, en partie lié à l'action des hommes, en partie probablement aussi à des trends sur les climats que nous ne maîtrisons pas encore très très bien. Mais ce qui est clair par contre, c'est que le défi majeur, pour moi, c'est le défi alimentaire. Nourrir 10 milliards d'hommes, multiplier par 2 la production agricole de la planète, sachant qu'on n'augmentera pas considérablement la superficie des terres cultivées. Donc je raisonne à SAU, à surface agricole utile constante, et j'ai là un enjeu majeur, alors qui doit d'ailleurs relativiser aussi tous les débats que nous avons aujourd'hui sur les OGM. J'ai été, alors vous ne l'avez pas mentionné dans mes quelques activités, j'ai été aussi membre du Haut Conseil des biotechnologies, créé par le Grenelle de l'environnement pour donner son feu vert, en général son feu rouge et rouge permanent, au développement des OGM en France. J'en suis sorti, ma seule vraie conviction politique, c'est que je suis un antivert totalement primaire. Non pas que je mésestime les enjeux qui sont ceux de la planète, mais parce que j'estime que l'on ne peut pas tourner le dos, par exemple, aux biotechnologies qui représentent quelque chose de tout à fait fondamental. Et ça, c'est quelque chose à apporter dans le débat. Sur le cacao, j'adore le cacao. Vous avez juste derrière vous une grande spécialiste journaliste à Radio France Internationale qui fait des chroniques très bien sur le cacao, qui pourrait vous en parler, puisque le cacao aujourd'hui, c'est quand même pour 60% l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Il y a eu effectivement un signal d'alarme qui a été tiré par un certain nombre de grands chocolatiers, Nestlé et quelques autres, disant que on assistait à un vieillissement des plantations. Un cacaoyer, ça produit au bout de 4 ans et ça produit pendant 20 à 30 ans. C'est une production de petits planteurs.
c'est vrai que la guerre civile qui a sévi pendant une dizaine d'années chez le principal producteur mondial, qui fait presque la moitié de la production, ou 40% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire, ça n'a pas permis le renouvellement nécessaire des cacaoyères. Alors en même temps, notre consommation de cacao, elle reste à peu près stable. Comme vous êtes probablement un esthète, vous appréciez les cacaos à 70, les chocolats à forte teneur en cacao, mais c'est pas ça qui pèse considérablement sur la consommation, laquelle per capita a tendance à baisser dans le monde occidental et par contre à augmenter par la généralisation d'un certain nombre de goûts, ouvrez les guillemets, occidentaux, notamment en Asie et ailleurs. Puis le cacaoyer, c'est aussi un arbre difficile à cultiver, il y a une merveilleuse maladie qui s'appelle la maladie du balai de sorcière, c'est très poétique, mais qui a pratiquement éradiqué à un moment la production de cacao au Brésil. Relisez, si vous aimez le cacao, il y a un merveilleux roman qu'il faut lire de Jorge Amado. Jorge Amado, L'arbre aux fruits d'or. Et l'arbre aux fruits d'or, ça se passe dans l'état de Bahia, dans l'entre-deux-guerres. Et à l'époque, l'état de Bahia, c'était la Mecque du marché mondial du cacao. Ensuite, ça a été le Ghana, la Côte de l'Or, la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est que maintenant, pour se gagner pas cher une bonne conscience, la plupart des grands chocolatiers mettent en avant le cacao équitable, fair trade, etc. Il y a un peu d'escroquerie intellectuelle. C'est bien de payer plus les petits planteurs, parce que je pense que de toute façon, c'est un investissement qui est nécessaire, et qu'en plus, soyons honnêtes, j'ai encore une autre casquette. Je préside l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. J'ai autour de ma table les producteurs, les industriels, les distributeurs sur la plupart des produits alimentaires métropolitains. Mais je peux extrapoler la part du cacao dans votre plaquette de chocolat. Elle est très faible. Comme la part du blé dans le pain que vous avez là, elle est de 5 à 6% seulement. Donc, entre le champ et l'assiette, il y a une énorme déperdition, logique d'ailleurs, puisque nous consommons de plus en plus des marques et des produits intégrant des services de plus en plus importants. Donc je ne suis pas inquiet, en tout cas sur le cacao, et je conclurai sur cette note plutôt optimiste.